Alors, le dossier, on va passer au dossier numéro 4 d'abord, parce que c'est aussi un dossier d'anesthésie et vous ne le reverrez pas ailleurs dans le cycle. Et puis si on a le temps, on avancera un petit peu le dossier 3. Alors, le dossier numéro 4. 66 ans, prothèse totale de genou, aucun antécédent. Ça va durer 2 heures. Quelles sont les différentes possibilités anesthésiques que vous pouvez proposer à la patiente? Alors, je vais répondre à ça. On peut faire une anesthésie générale ou on peut faire de l'anesthésie loco-régionale. Réglons tout de suite le cas de l'anesthésie générale. Une anesthésie générale, c'est toujours possible. C'est pour ça que tout à l'heure, on a dit qu'il faut rechercher les contre-indications de l'anesthésie. Il n'y a pas de contre-indication de l'anesthésie. Endormir un malade, on sait faire tout le temps. C'est le réveiller qui est des fois plus dur. Ou le réveiller sans l'infarctus ou des choses comme ça. Mais bon, des fois après, on ne maîtrise pas notre destin non plus. Il y a des gens qui ont le droit de mourir. Mais une anesthésie générale, c'est vraiment finalement toujours possible. Alors, vous demandez, je crois, les principales caractéristiques. Donc, une anesthésie générale, ça va endormir complètement la patiente, ça forcément, en jouant sur les composantes d'hypnose, d'analgésie et de myorelaxation, hein, ça on l'a dit dans le dossier d'avant. L'avantage pour le patient, c'est son confort, parce que là, pour le coup, vraiment, il ne ressent rien, il s'endort tranquillement, il se réveille, il n'a rien senti passer. Si ça dure des heures et des heures, bon là c'est que 2 heures, mais même, je ne sais pas si vous avez déjà couché sur une table d'opération pendant 2 heures, ça fait un peu mal aux fesses quand même, donc c'est confortable. Il n'y a pas de ressenti douloureux ou désagréable. Hein, je rappelle qu'une prothèse de genou, on y va quand même franco avec de la scie et du marteau et du burin. Si vous êtes derrière le champ conscient parce que vous avez l'anesthésie loco-régionale et que vous êtes en train de dire c'est mon genou qu'on est en train de défoncer, c'est pas forcément très confortable. Donc il faut bien le dire aux gens hein, quand vous leur proposez la technique. Et puis dernier point, avec les chirurgies très lourdes, très douloureuses, très délabrantes ou certains types de chirurgies comme la chirurgie de thorax, la chirurgie abdominale, l'anesthésie loco-régionale seule ne peut pas, alors que l'anesthésie générale fonctionne. Et puis, l'anesthésie générale peut aussi fonctionner pour des interventions longues, ce que ne peut pas faire l'anesthésie loco-régionale, ou en tout cas pas bien. Et l'anesthésie loco-régionale. Et l'anesthésie loco-régionale, vous en avez en gros de 2 types. Vous avez l'anesthésie loco-régionale axiale et l'anesthésie loco-régionale périphérique. L'anesthésie loco-régionale axiale, c'est quoi? C'est la péridurale ou la rachianesthésie, ou les deux à la fois. Et l'anesthésie loco-régionale périphérique, c'est les blocs périphériques, plexiques, tronculaires ou radiculaires. On va bloquer le plexus, la racine radiculaire ou le tronc nerveux, le nerf radial, le nerf médian, etc. Alors, l'axial, c'est rachianesthésie ou péridurale. En gros, péridurale, c'est souvent un but analgésique et quasiment pas anesthésique. Les doses qu'il faudrait utiliser pour faire de l'anesthésie, c'est-à-dire vraiment pas de motricité, pas de stimuli douloureux du tout, etc., sur une péridurale sont tellement importantes qu'on ne le fait pas, il y a trop d'effets secondaires. Donc par contre, ça marche bien pour l'analgésie, et le premier rang desquels l'analgésie obstétricale, la péridurale du travail. Hein. Et puis, la rachianesthésie, c'est pour les autres situations. Donc la rachianesthésie, ça consiste à faire une ponction lombaire, sauf qu'au lieu de retirer du liquide comme dans une ponction lombaire, on injecte des anesthésiques locaux et éventuellement des morphiniques dans l'espace, dans le LCR. Ça va vous procurer une anesthésie de la moitié inférieure du corps. Plus vous en mettez, plus le niveau va remonter, mais plus vous risquez d'avoir des effets secondaires. Et c'est souvent, mais il y a des astuces, mais c'est souvent quand même quelque chose de bilatéral au niveau des membres inférieurs. On peut essayer de privilégier un côté en faisant coucher le malade, mais enfin quand même. L'anesthésie loco-régionale périphérique, là pour le coup vous allez bloquer plus spécifiquement ou un plexus ou un nerf, hein, le plexus brachial ou certains nerfs au niveau du bras si vous êtes opéré de la main par exemple. Donc ça permet d'utiliser, donc ça a moins de retentissements généraux, parce que la rachianesthésie par exemple, vous bloquez le sensitif, le moteur, le malade il a pas mal, il n'est pas capable de bouger ses jambes pendant qu'on l'opère, mais vous bloquez aussi le sympathique. Donc pareil, comme d'habitude, vasodilatation, tout le sang reste dans les jambes, hypotension. Avec une anesthésie loco-régionale, par exemple tronculaire sur un nerf radial ou médian, on n'a pas du tout ces effets-là, parce que là, on va bloquer que le nerf, on ne touche pas à un gros territoire, et en plus, il n'y a pas de retentissement hémodynamique général. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Donc une anesthésie loco-régionale périphérique ne sert à endormir que le membre en question, un bras, une jambe, en gros, ou un pied, ou une main, tandis que l'anesthésie loco-régionale axiale, elle, va faire un bloc sensitif moteur au niveau des 2 membres inférieurs. On ne fait bien évidemment pas d'anesthésie loco-régionale axiale du membre supin. Voilà. On peut aussi combiner les deux. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire une anesthésie générale et en même temps faire un bloc, voire éventuellement mettre un cathéter pour délivrer des anesthésiques locaux en continu. À ce moment-là, on fait plutôt la LR.
D'une part, l'ALR permet de diminuer les doses d'analgésiques morphiniques qu'on va faire en pérope, parce que vous bloquez quand même. Et en plus, pour le post-op, c'est très bien, parce que ça fait vraiment une super analgésie quand même, un bloc avec un cathéter. Au niveau des suites, par exemple, pour quelque chose comme un prothèse totale de genou, les suites sont, on va dire, plus simples et en tout cas plus rapides avec une anesthésie loco-régionale, parce que le malade, il peut remanger tout de suite, il a une meilleure analgésie, surtout si on met un cathéter, donc il peut plus facilement faire de la rééducation, il est moins dans le gaz dans les 12 premières heures, etc. etc. Maintenant, ce n'est pas confortable. Et puis, si l'intervention dure plus que les 2 heures prévues, on va risquer d'être un peu limite et de devoir convertir en anesthésie générale en plein milieu de l'intervention. Et puis, si pour une raison X ou Y, parce qu'il a un peu mal, parce que l'anesthésie limite, il vomit, les voies aériennes ne sont pas protégées. Voilà, en gros, là, je vous ai fait un petit peu le melting pot. C'est remis dans le corrigé, peut-être un petit peu plus hiérarchisé que ce que je vous ai dit. Mais en gros, voilà un petit peu l'intérêt et l'inconvénient de chacune. Et en gros, si un jour on vous pose une question sur la LR, voilà, retenez bien qu'il y a la LR périphérique et la LR axiale. Axiale, c'est péridurale, rachianesthésie. La périphérique, c'est radiculaire, plexique ou tronculaire. Un membre, une moitié de corps inférieur. Et voilà. Des questions sur ça? C'est important à bien comprendre. Ça, je pense que par exemple, ça peut être le genre de questions qu'on peut vous poser un petit peu, de savoir un peu la différence, qu'est-ce qu'il y a, comment ça se fait. Je vous rappelle que pour une anesthésie loco-régionale, il ne faut pas répondre que l'avantage, c'est que le malade n'a pas besoin d'être à jeun, parce que c'est faux. Le malade a besoin d'être à jeun. Ne serait-ce que parce que, je vous viens de dire, il peut vomir pour une raison X ou Y, ou parce qu'on peut devoir convertir en anesthésie générale. C'est quand même pas si rare que ça qu'un bloc ne marche pas bien, ou qu'une intervention dure plus longtemps que prévu. Et auquel cas, à ce moment-là, vous vous retrouvez non seulement déjà à devoir endormir le malade sous les champs opératoires, et si en plus il a mangé, c'est quand même pas génial. Donc on est à jeun aussi pour une anesthésie loco-régionale. Pas de questions? Alors on continue. Au final, pour laquelle des techniques opterez-vous chez cette patiente? Moi, j'avais mis une anesthésie générale et avec une ALR pour le post-op. C'est comme ça. Moi, je mets les deux, comme ça. Moi, j'avais fait comme la ça, G c'est et sûr. le bloc. Voilà. Alors, en fait, c'est pas ça que j'attendais. Et c'est le genre de réponse un peu bâtarde. Là, ce qu'on attend dans ce genre de... Enfin, moi, ce que j'attendais, mais ça peut arriver, c'est déjà tombé pour l'internat 2004, c'est on explique à la dame, comme je viens de vous le faire, et on demande à la dame ce qu'elle préfère. Et c'est comme ça que ça se passe en vrai. Alors après, ça dépend. Là, on peut faire ça parce que la dame, elle n'est pas très vieille, elle n'a pas d'antécédents médicaux qui peuvent... Voilà. Après, si la dame, elle est insuffisante cardiaque terminale, coronaropathe sévère, etc., on privilégiera peut-être plutôt l'anesthésie loco-régionale que la G. C'est un moins de retentissement hémodynamique quand même. A l'inverse, si c'est quelqu'un qui n'est pas capable de se tenir droit parce qu'elle est démente, on ne fera pas de la loco-régionale parce qu'elle va se tortiller tout le temps, le chirurgien il va dire mais je ne peux pas travailler. Donc on fera une AG. Donc après, il y a des circonstances qui nous font opter pour quelque chose. Mais à ce moment-là, on ne présente pas les deux alternatives à la patiente. On dit, bah voilà, au vu de vos antécédents et de votre cas, je prends ça pour vous. Mais quand les deux sont possibles, on lui explique en termes simples, on lui explique en termes simples, bah voilà, j'ai le choix. Ou je vous endors que la moitié inférieure du corps, je vous fais une rachianesthésie, voilà les inconvénients. Ou je vous endors complètement, et voilà quels sont les inconvénients. Et maintenant, vous choisissez. Et puis vous avez le droit de changer d'avis d'ici à ce qu'on se revoie. Et elle choisit. Alors, elle a le droit d'avoir les deux camps. Alors, oui, elle a le droit, mais ça, on va revenir, c'est la question d'après. Mais à ce moment-là, l'anesthésie loco-régionale qu'on fera chez cette patiente, ce sera à but analgésique. Ça sera pour qu'elle ait pas mal après. Donc, ce n'est pas tellement à but anesthésique. Parce que quand on fait la loco-régionale seule, c'est pas qu'il faut. Elle a pas mal, oui, mais il ne faut pas qu'elle bouge non plus. Il y a un vrai bloc moteur et tout ça. Donc, on peut faire AG plus ALR, mais c'est à but analgésique. Mais à but anesthésique, on lui expose les deux techniques. Et seulement pour une prothèse de genou, on peut aussi faire du bloc. Pour une prothèse de hanche, je vais mieux faire comme une rachianesthésie, parce que c'est assez haut, mais il y a encore des gens qui le font sous anesthésie loco-régionale périphérique. Mais on peut lui expliquer, je peux ou vous bloquer les nerfs ou le plexus lombaire et vous ne sentez pas juste votre jambe, ou je vous fais une petite piqûre dans le dos et vous avez la partie inférieure du corps, ou je vous endors complètement. Il ne faut pas s'arrêter là, il faut lui expliquer les avantages et les inconvénients de chaque technique, et elle choisit. Alors souvent, oui, elle va te dire, choisissez pour moi, faites ce qui est bien, surtout. Mais à ce moment-là, tu peux lui dire, voilà, plus comme ci, plus comme ça. C'est le genre de questions, faut les sentir venir. Mais voilà, on vous dit, elle n'a pas d'antécédent, rien du tout, c'est à elle de choisir. C'était tombé en 2004, comme ça, sur le dossier de cancer du sein. C'était à la patiente de choisir. Quelle serait en théorie la meilleure technique analgésique post-op chez cette patiente? Eh bien, on vient de le dire. La meilleure technique analgésique, c'est-à-dire celle qui va permettre, en gros, au repos, il y a l'analgésie multimodale, comme on l'a décrite tout à l'heure, et l'anesthésie loco-régionale avec un cathéter d'administration continue d'anesthésiques locaux. Au repos, quand on fait de l'analgésie multimodale bien, on arrive à peu près à avoir la même chose. Par contre, la technique qui est largement meilleure quand on voulait faire de la rééducation et donc faire des mobilisations et des mouvements,
c'est l'anesthésie loco-régionale. C'est la seule technique qui vous permet de fléchir le genou à 90 degrés à J1 et de quasiment marcher à J3. C'est la seule. Donc, théoriquement, la meilleure, c'est l'anesthésie loco-régionale. Donc voilà, on fait un bloc, on met un petit cathéter, et puis voilà. Mais c'est pas fait partout, parce que ça nécessite d'abord, il faut savoir le faire. Et en plus, ça nécessite qu'il y ait dans l'équipe d'orthopédie, dans l'équipe infirmière, une vraie surveillance. Parce que laisser un malade en salle avec des anesthésiques locaux qui coulent en continu, il faut qu'il y ait une surveillance, il faut que l'infirmière passe, qu'elle détecte les effets secondaires des anesthésiques locaux, etc. Donc c'est pas fait partout. Mais théoriquement, c'est le mieux. Et puis voilà, donc là, dans l'hôpital où on travaille, et il n'y a pas besoin d'aller très loin. Hein. Cochin, je ne sais pas, mais un certain nombre d'hôpitaux, voilà. Donc elle a une PCA plutôt à la place. Que signifie PCA et comment ça marche? Alors, PCA, c'est Patient Controlled Automatism ou un truc comme ça. Les deux premières étaient bonnes. Analgésia. Analgésia. Voilà. Et oui, soit analgésie contrôlée par le patient. Voilà. Et en gros, c'est une auto-administration par titration, je crois, enfin, ou par petit bolus, je ne sais plus. Oui, par bolus. Oui. Avec une dose limite et avec une mémoire pour pouvoir voir les consommations et après switcher en voie orale aux doses que prenait le patient. Oui. Donc en fait, c'est ça. C'est que vous allez expliquer au malade, c'est extrêmement simple, monsieur ou madame. Quand vous avez mal, vous appuyez sur le petit interrupteur. Nous, on aura tout réglé pour qu'il n'y ait pas de surdosage ou de complications. C'est aussi simple. Vous avez mal, vous appuyez. Et c'est tout ce qu'on doit lui dire au malade. On ne doit pas rentrer dans les détails de ah oui, mais attention, ne appuyez pas dans les 5 minutes. Non, on s'en fout, vous n'avez pas besoin de lui dire ça. Au contraire, c'est intéressant de le surveiller aussi. Donc on règle une dose de bolus. Combien de milligrammes tu veux qu'on lui donne quand il appuie? Premier truc réglé. Deuxièmement, la période réfractaire. Toutes les combien de minutes je lui autorise à prendre un bolus? On en reste toutes les 5 à 7 minutes. Et éventuellement une dose maximum par 4 heures, pas non plus qu'il en bouffe 120 mg. Et ça, c'est réglé dans la machine. Comme tu dis, il y a une petite historique. Et pour dérégler ces paramètres, il faut une petite clé. Et pour pas que le malade il se règle lui-même les paramètres, il faut une petite clé. Et voilà. Et lui, il appuie et c'est ça. Voilà. C'est probablement. Alors ça ne se fait pas pour n'importe quelle intervention, parce qu'il faut quand même avoir assez mal pour le faire par rapport à une administration discontinue sous-cutanée, mais c'est probablement, en tout cas, quand tu veux donner de la morphine, le meilleur moyen de donner de la morphine, parce que c'est un moyen qui suit le rythme physiologique ou physiopathologique de la douleur. Quand tu fais une injection sous-cute toutes les 4 heures, bah, peut-être que les 4 heures d'après, c'était le jour, il avait mal, les 4 heures après, c'était la nuit, il n'avait pas mal. Enfin, voilà. Quand il a une PCA, finalement, il a mal, il appuie, c'est quand même le plus physiologique. D'accord. Quels sont les effets secondaires possibles d'un traitement par morphine? Alors ça, c'est à savoir par cœur. Ben, j'en ai pas mis beaucoup. T'en as pas mis beaucoup. J'ai mis constipation, vomissement, nausées, troubles de conscience, somnolence, prurite. Ok. Alors, là, ça me fait faire une petite digression. Deux choses. La première, dans une question, alors ça me fait faire une digression de la digression. Vous allez être, ah oui, accrochez-vous. Hein. Des fois, il y en a 3 même. Alors, il n'y en a que 2, c'est la première conf avec moi. Vous êtes à l'internat avec une copie anonyme au milieu de, comme ça. Et le mec, il est enfermé à l'hôtel Ibis de Roissy, et il rêve que d'une seule chose, c'est de partir, de voir la lumière. Donc il va aller très vite. Donc autant vous dire que ce qu'il fait, c'est qu'il lit votre copie du début à la fin, après il ferme, il va sur l'ordinateur et il clique. Et hop, il fait entrer, et l'ordinateur dit la note est de 55 sur 100. Je vous jure que si à un moment il a une hésitation, merde, est-ce qu'il m'a dit que c'était compassion contrôle analgésia ou pas, il ne va pas aller ouvrir votre copie. C'est pas possible. Ah si, il y en a un ou deux qui doivent faire ça, qui sont des humanistes, mais les autres, non. Donc, c'est là qu'intervient toute votre façon de rédiger, de présenter, l'orthographe, le fait de souligner, d'écrire en lettres bâton les mots importants, etc. Parce que si le correcteur, à la fin de sa lecture, il a une impression positive sur la copie, et que quand il la referme, et je vous jure, moi je corrige des internats blancs depuis 3 ans, mais je suis encore, je suis pas PUPH loin de là, mais on l'a cette impression déjà. Et quand on ferme la copie et qu'on se dit « Ah ouais, le mec, il a compris le dossier », on surnote, forcément. Ou alors, en tout cas, dans ces situations d'hésitation, on va attendre « Ouais, bon, il l'a mis, allez, ok, c'est bon ». Au contraire, si on lit un torchon, que c'est bourré de fautes, qu'on voit que le mec n'a rien compris, qu'il met tout et son contraire dans la question 1 et la question 2, c'est sûr que vous ne l'avez pas. Donc ça, c'est pour vous dire de faire les choses un peu bien. Deuxièmement, comme je viens de vous le dire, il lit du début à la fin. D'abord, la grille, il la connaît un peu, puis de toute façon, c'est une correction assistée par ordinateur. Je vous garantis qu'au bout de 10 copies, la grille, on la connaît. Et maintenant, les dossiers sont des cas cliniques qui se déroulent, il n'y a plus de cadre, vous avez 10 pages pour rédiger. Donc en fait, il faut concevoir le truc comme une petite histoire.
C'est à ça qu'on voit qu'un dossier est bien fait, et les nôtres, en général, ne sont pas trop mal faits non plus. C'est une petite histoire. Ça commence, il vient parce qu'il a tel symptôme, on vous demande des hypothèses diagnostiques, on vous demande comment vous allez les chercher, on vous donne un résultat d'examen, comment ça s'intègre dedans, vous pensez à laquelle, ok, comment vous le traitez, il fait telle complication. C'est une petite histoire. Donc c'est à vous voilà, de le raconter comme une petite histoire. Si pareil, le correcteur il démarre la question, il va à la question 10, c'est fluide, on comprend très bien que on a fait tel examen pour tel but, voilà, que vous avez expliqué que vous mettez l'augmentin parce qu'on cherche les germes urinaires et tout, etc., et que c'est pas juste balancé, vous avez un sérieux plus sur votre copie. Et ça va très vite, hein, les mots-clés ils valent 2, 3, 4 points chacun, donc ça va très vite. Donc essayez de le faire comme ça. Tout ça pour en revenir à ce que je voulais vous dire, on revient à la digression numéro 1. Essayez de classer et d'hiérarchiser. Facilitez le plus possible le boulot du correcteur. Facilitez-lui le boulot. Quand il va avoir une copie où les choses lui sautent aux yeux, mais il va dire « j'adore ». S'il est obligé d'aller le lire au milieu d'un fatras écrit tout petit qui contient plein de blabla et de bilan préopératoire qu'on s'en fout, je vous garantis qu'ils sont même capables de sauter le paragraphe. Hein. C'est insupportable. Et eux, moi j'en corrige 300, eux ils en ont 3000. 2000 par tête de pipe. C'est horrible. Donc là, les effets secondaires de la morphine, alors oui, tous ceux que tu as dit sont bons. On essaye simplement maintenant, à partir de maintenant, mais la méthodologie, hein, vous inquiétez pas, on va la faire, on va la travailler, on fera il y aura des comptes de méthodo, puis aux sources en thème, on vous rabâcherai avec ça et je vous ferai refaire vos questions si ça ne va pas. On n'est pas dans cette optique-là pour l'instant, mais essayez dès à présent de classer. Par exemple, dans cette question-là, ça donne effet respiratoire, effet digestif, effet cardiovasculaire. Et en plus, pour vous, ça vous permet de ne pas en oublier. Parce que si vous avez appris les grands cadres, eh ben, comme ça, vous n'en oubliez pas. Parce que tu savais, bien évidemment, que ça fait arrêter de respirer la morphine. Donc si tu apprends effet respiratoire, effet cardiovasculaire, effet digestif, effet machin, on n'en oublie pas. Dernier petit point de la digression. Toujours pareil dans notre optique de faciliter le boulot du correcteur, de lui montrer qu'on est intelligent. Et je vous assure que dans les dossiers comme ils sont faits maintenant, ça paye. Il faut mettre les effets secondaires les plus graves au début. Il ne faut pas que la dépression respiratoire, qui est l'effet que tout le monde redoute avec la morphine, d'accord, c'est chiant de vomir, ok. Mais est-ce que par rapport à s'arrêter de respirer, c'est grave? Non. Enfin, moins, on va dire. Donc il faut absolument que l'effet secondaire le plus grave et ou le plus fréquent, donc en gros le plus grave et le plus fréquent, soit au début de votre réponse. Toujours pareil, rappelez-vous, 20 à 60 mots-clés. Si jamais ils décident d'encoder qu'un, ça sera le 2, ça sera le plus grave et le plus fréquent. S'ils arrivent tout en bas de constipation, je me gratte la main droite, le machin, non, mettez-les au début. À la limite, au pire, comme ça, le correcteur, il les a vus, hop, super, il passe. Vous lui avez facilité le boulot, il se souviendra de vous quand il notera. Voilà. Donc là, bien évidemment, dans des effets secondaires de la morphine, il me faut en 1, effet respiratoire, je classifie, bradypnée pouvant aller jusqu'à l'arrêt respiratoire. Pas moyen de faire autrement. Sinon, c'est bon, mais c'est moins bien. Et au moment de la note finale, par rapport à la copie du voisin, ça se ressentira. Donc ensuite, après on les déroule. Hein. Effet hémodynamique, ça peut donner de l'hypotension artérielle, surtout si vous en donnez beaucoup et surtout si le malade est déjà un petit peu vide. Les effets digestifs, pour cela on ne les oublie jamais, hein. Nausées, vomissements, constipation, d'accord. Les effets neuropsychiques, vous pouvez avoir des malades qui sont complètement barrés, alors ou la somnolence, ou à l'inverse des malades complètement euphoriques qui sont en train de complètement divaguer sous morphine. Petite parenthèse, la somnolence, ça peut vous sauver, parce qu'en général, la somnolence arrive avant l'arrêt respiratoire. Donc, quand vous voyez que le malade commence à devenir somnolent, oh là là, on s'arrête. Voire, on commence déjà à antagoniser. Les effets urinaires, dysurie, rétention d'urine, a fortiori si vous avez des problèmes de prostate, mais sinon quand même. Le prurite. Et le dernier qu'on peut citer, c'est la tolérance, c'est-à-dire la nécessité d'augmenter les doses. Si vous en donnez pendant une semaine ou chez un malade cancéreux pendant des mois, eh ben, c'est un effet secondaire à la fois oui et non, parce que quand même on est obligé d'augmenter les doses. Dernière chose, je tords tout de suite le coup à la dépendance. Quand vous le donnez à but médical, il n'y a jamais de dépendance. Quand c'est pour soulager la douleur. Dans la toxicomanie, oui, vous êtes dépendant après, héroïne et compagnie, même à la morphine, méthadone, ce que vous voulez. Mais non, quand c'est donné à but antalgique, non. Si c'est vraiment bien donné à but antalgique, que c'est juste pour soulager une douleur, le jour où le malade a plus mal, vous arrêtez brutalement, pas de problème. Non, il n'y a pas de dépendance à la morphine. Quand c'est bien donné. Un malade cancéreux qui en a au long cours, etc., pendant X ou Y, vous l'avez opéré, vous lui avez fixé le rachis, vous l'avez machin, il a plus mal, vous arrêtez, il a un beau en avoir pendant 3 mois, pas de problème. Il y a une tolérance, oui, vous êtes obligé d'augmenter les doses. Mais quand c'est donné à but médical pour cibler une douleur et que vous êtes efficace, que vous ne dépassez pas vos objectifs, il n'y aura pas de problème de sevrage. Bon, les grands principes de la rééducation du genou gauche. Alors, c'est hyper intéressant, ça tombe très souvent, ils adorent ça. Bon, vous lirez le corrigé. On va plutôt essayer de faire un bout du dossier 3.
Et 2 mois plus tard, le genou gauche était gonflé, la peau était érythémateuse. Qu'est-ce que c'était? C'était pour attirer votre attention qu'en termes de prothèse, l'infection nosocomiale couvre jusqu'à 1 an. Donc c'était une infection de prothèse jusqu'à preuve du contraire et elle était nosocomiale. Et donc on va chercher quoi comme germe en premier? Staphylocoque, tout à fait.